Donc moi je m'appelle Lucie, je suis responsable de la communication en partie pour cette odyssée. Et donc cette odyssée est organisée par la fondation Race for Water, qui est une fondation basée en Suisse et qui se bat principalement pour la préservation de l'eau. Dans ce cadre-là, elle lance donc plusieurs projets, dont le gros projet cette année, la Race for Water Odyssey. Donc la Race for Water Odyssey est en fait une course environnementale à la voile, si on veut la résumer assez rapidement. L'idée est donc de se rendre dans les 5 principaux vortex de déchets, ou gyres de déchets, on peut aussi les appeler comme ça, qui sont en fait des immenses tourbillons d'eau dans les océans, où se regroupent en fait tous les déchets qui sont déversés dans les mers. Les déchets sont donc déversés dans les mers principalement par l'être humain, et ils vont se balader le long des courants pendant des fois des dizaines d'années, et ils vont se regrouper dans des zones qui sont des énormes tourbillons d'eau qu'on appelle les gyres. Donc ces gyres sont très difficiles à repérer, à cartographier, puisque là en plus je vous parle que des déchets qui flottent, mais il y a également énormément de déchets qui coulent. Et l'idée est donc de se rendre dans ces 5 zones principales et d'aller voir ce qui s'y passe, d'aller jeter un œil quel type de déchets on trouve. Est-ce que c'est plutôt des gros déchets qu'on appelle des macro-déchets, des petits déchets en forme de paillettes qui sont des micro-déchets. Il faut bien vous rendre compte que ces fameux gyres de déchets, c'est pas des continents, c'est pas des îles. Enfin, vous pouvez pas marcher dessus. C'est pas des îles de déchets comme certaines personnes pensent des fois. C'est vraiment plus une soupe. Il y a des déchets qui flottent, on les voit pas. C'est très aléatoire. Donc l'idée qu'on a, c'est que on se rend sur les plages des îles en fait. Car les îles qui se retrouvent dans ces gyres de déchets agissent comme des barrages naturels. Leurs plages récupèrent les déchets flottants dans les environs et donc sont assez représentatives des débris qui se trouvent dans les environs. Donc nous, les équipes en mer, dont l'équipage et les équipes à terre, se rendent sur des îles sélectionnées en amont, se trouvant au cœur de ces gyres et déploient un protocole sur les plages afin de faire un état des lieux et de regarder, ok, on trouve énormément de macro-déchets, énormément de micro-déchets, pas du tout de macro, beaucoup de micro. C'est vraiment l'idée de faire un état des lieux et de se rendre compte de ce qui se passe. Si je vous parle peut-être 2 minutes un peu plus précisément de ce qu'on y fait, donc je l'ai mentionné, on déploie un protocole qui est basé sur le protocole de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Organization. Si je ne me trompe pas, je vous redonnerai le nom exact. Et donc dans ce protocole-là, c'est qu'on définit un espace bien donné sur une plage et on récolte manuellement ce que j'appelle depuis avant donc les macro-déchets, c'est donc tous les déchets qui sont visibles à l'œil nu et relativement grands. Donc dans un premier temps, on fait ça. Ensuite, on récolte également, on travaille des semis, on récolte sur des échantillons de sable donné les micro-déchets qui sont en fait qui étaient des macro-déchets à la base et qui en fait, à force de se balader dans les océans avec des effets chimiques sous l'effet des UV et d'autres procédés chimiques, se désintègrent et deviennent des petites paillettes. Et donc ceux-ci sont un grand fléau puisqu'on en trouve énormément jusqu'à présent. Et vous vous en doutez, qui dit petites paillettes, ils sont donc ingérables par les poissons, par les oiseaux, par tous les organismes marins et donc ils peuvent, alors à nouveau, c'est une hypothèse, rien ne confirme jusqu'à présent, mais peuvent contaminer la chaîne alimentaire, nous jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première partie de ce qu'on fait. Et la deuxième partie, on travaille également avec un drone, que j'imagine que cette partie va vous intéresser. L'idée est donc qu'on utilise le drone pour cartographier les mêmes plages qu'on analyse à la main. Donc c'est un drone qu'on lance et qui va donc quadriller la zone définie et le but est de voir à quel point est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là pour cartographier les déchets. L'idée est donc de trianguler les données qu'on récolte avec le drone avec les données qu'on aura récoltées à la main et de voir les points de ressemblance et les points de différence. Et donc cette expédition, j'y arrive parce que c'est ce qui vous intéresse. Elle se fait donc à bord d'un trimaran de course qui s'appelle le Vault 70. Et qui dit trimaran de course dit équipage professionnel et rodé, si je puis dire, en termes de voile. Puisque l'idée est vraiment pour se rendre dans ces 5 gyres-là, si on faisait le même parcours avec un bateau peut-être un peu moins performant, il nous faudrait 2 à 3 ans. Et donc nous, l'idée, c'est de le faire en moins de 300 jours. Donc on a 6 marins à bord,
principalement donc Steve Ravussin, le skipper, et puis on a cinq autres personnes qui dont Martin Garveru ici à côté de moi, qui pourra donc vous parler un petit peu des conditions à bord, puisque elles sont particulières. Il va vous raconter, c'est un bateau de course, c'est pas un paquebot de plaisance. Merci beaucoup Lucie pour cette première introduction. Je suggère en effet que Martin présente la navigation, puisqu'il est le marin du bord, et qu'ensuite nous passions la parole à Kim pour nous présenter plus scientifiquement le détail du travail d'études des plastiques dont vous avez parlé. Donc Martin, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Martin Galerio. En fait, je suis un des 6 membres d'équipage du bateau. On a chacun en fait oui, évidemment donc Steve Ravussin le skipper. Et après en fait on a chacun des rôles on va dire assez précis, ou en tout cas des domaines de compétences pour faire en sorte que le bateau fonctionne. Et donc moi mon domaine, en fait, je suis responsable de toute la partie électronique et informatique du bord. En fait, c'est le trimaran sur lequel on navigue, à la base c'est un bateau de compétition, c'est une très belle machine hein, qui va vite, qui est bien équipée, mais voilà, qui demande pas mal de compétences pour la mener à bien. Et donc mon rôle principal en tout cas est celui de l'équipage, c'est de faire en sorte que le bateau puisse faire l'ensemble de ce tour du monde dans de bonnes conditions pour qu'on puisse mener la mission scientifique à bien. Donc on fait un tour du monde en fait avec toutes les escales qu'on fait dans les grandes villes, plus les escales dans les îles où il y a la partie protocolaire. Et en fait ça nous fait faire l'équivalent de 2 fois le tour de la planète. À peu près 80 000 milles nautiques. Donc il faut faire à peu près le double en nombre de kilomètres. Donc c'est quand même très important. C'est pour ça qu'il faut bien s'occuper du bateau. Donc en fait à chaque arrivée d'escale, nous notre rôle principal c'est de s'occuper de la maintenance du bateau, réparer ce qu'il faut réparer, optimiser ce qu'on peut optimiser, et voilà. Une première question, c'est quelles sont les escales que vous avez déjà mouillé avec le bateau depuis le départ de Bordeaux il y a 2 mois? On est parti donc le 15 mars de Bordeaux, on s'est arrêté une première escale. Peut-être juste ce que je précise, on a les escales qu'on appelle scientifiques, qui sont donc les escales sur Sicile, dans les gires de déchets, et on a une deuxième volet qui sont les escales plus de sensibilisation, qui sont dans des grandes villes et dans lesquelles on fait plusieurs opérations de communication afin de sensibiliser le public à cette problématique. Donc, premièrement, nous sommes arrêtés aux Açores, comme première escale scientifique. Nous avons analysé plusieurs plages. Je pense que Kim sera totalement habilitée à vous en parler par la suite, puisqu'elle était présente. Oui. Nous sommes ensuite partis aux Bermudes pour une escale du même type, avant de nous rendre à New York, qui était donc une fameuse escale de sensibilisation. Et puis, nous avons mis le Cap Sud pour rentrer dans le Pacifique. Enfin, l'équipage surtout a mis le Cap Sud. Et nous sommes arrêtés donc un jour dans les îles Vierges britanniques afin de participer à un séminaire avec monsieur Richard Branson sur son île. Puis l'équipage a passé le canal de Panama, passage très impressionnant, et est enfin arrivé donc ici où nous sommes à Valparaiso il y a maintenant 4 jours. Et pour la suite du programme, on peut être dans les grandes lignes. L'idée, c'est qu'on va traverser le Pacifique, on va se rendre à Hawaï, à Tokyo, puis nous descendrons sur Shanghai, le Cap, Rio, et pour un retour à Bordeaux. Le tout ponctué évidemment à chaque fois d'îles serviront de modèle pour les analyses scientifiques. Avant de passer la parole à Kim sur l'aspect plus scientifique de notre débat, peut-être y a-t-il des premières questions à Perpignan ou à la Vigie de l'eau, à Banyuls ou à Marvejols? Je voulais vous poser comme question, comment vous êtes venu à vous investir dans une telle aventure comme ça? En fait, le point de départ vient vraiment de la fondation Race for Water, qui a été donc fondée par monsieur Marco Simeoni, qui a très à cœur les choses environnementales, dont la préservation de l'eau, et qui, à force de faire des actions, cette fondation s'est rendu compte que les océans étaient en grand danger par rapport à la pollution plastique qu'on y déverse. Et le point de départ, en fait, c'était ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'agir et
C'est clair qu'en amont, en aval, l'idée sera vraiment pas d'arrêter complètement l'expédition, puisqu'il faut rester réaliste, mais en tout cas de la diminuer fortement. Et avant de faire cela, on s'est rendu compte qu'on a très peu de connaissances scientifiques sur le domaine, donc d'où l'idée de lancer cette expédition pour commencer à se rendre un peu de ce qui se passe tellement et pour ensuite essayer de trouver des solutions. Donc, je passe la parole à Kim Van Arkel, qui est donc conseillère scientifique de l'expédition, qui va présenter le volet scientifique de ce programme. Bonjour à tous, donc je suis Kim Van Arkel, conseillère scientifique de l'expédition. En fait, comme vous l'a expliqué très bien Lucie, nos objectifs scientifiques se divisent en 3 grosses parties. La première grosse partie, c'est tout ce qui concerne les vols de drones. On va récupérer les données qui sont directement traitées et analysées à l'université Duke, donc aux États-Unis. Et après, 2 autres parties, plus les macrodéchets, donc là directement des identifications et des quantifications visuelles. On ramasse les déchets et on les pèse à la fin, mais on récupère pas d'échantillons pour ramener au laboratoire. Ce qu'on ramène, c'est le 3e objectif, c'est tout ce qui est méso déchets et qui seront analysés à l'EPFL, donc c'est l'école polytechnique de Lausanne. Ensuite, au laboratoire d'écotoxicologie de l'environnement. On sélectionne à l'avance les plages, donc à l'aide des acteurs locaux. Donc il y a un gros travail en amont pour communiquer avec eux. Et puis une fois qu'on a sélectionné les plages, on se rend sur place, on dessine l'air, on fait voler le drone, donc il cartographie la zone. Il y a différents vols qui sont réalisés parce que c'est vraiment des premiers tests pour essayer de calibrer la méthode. Puis après, on vient complètement tracer 4 transects, donc sur 100 mètres de large. Vous avez des transects qui vont faire du fond de la plage au bord de la mer et qui font, eux, de largeur 5 mètres. Donc on quadrille cette zone de transects où on identifie et on quantifie par catégorie. Donc, ce que j'entends par catégorie, c'est plastique, métal, du verre aussi bien, donc tout type c'est bien les déchets en général. Et donc ce que j'entends par macro-déchets, c'est tout ce qui est supérieur à 2,5 cm de diamètre. Donc pour vous donner une idée, un bouchon de bouteille classique fait à peu près 2,5 cm de diamètre. Donc tout ce qui est au-dessus, on quantifie ces données-là. Ensuite, parmi ces 4 transects, on va effectuer 4 quadras, donc de 50 cm par 50 cm. Et sur 10 cm de profondeur, on va récupérer le sédiment. Donc ce sable-là, on va le filtrer, on va le tamiser avec différentes mailles afin de récupérer donc les micro et mésodéchets. Donc il y a un gros travail de fait à ce niveau-là parce que ça peut être assez long en fonction de ce qu'on retrouve sur place. Moi j'ai été étonnée par exemple aux Açores sur la plage de Port-au-Pim. Je pensais que j'allais faire aussi vite que d'habitude et ça a été beaucoup plus long que prévu. On peut retrouver des fortes quantités ou aussi bien presque quasiment rien. Mais du coup, on fait bien ces 4 quadras et c'est ces échantillons-là qui seront envoyés à l'EPFL et au laboratoire d'écotoxicologie. Puis le dernier objectif de cette odyssée, c'est aussi, donc, comme on vous l'a dit, la sensibilisation. Donc en fait, on a mis en place des questionnaires et on pose exactement les mêmes questions à chacun des acteurs locaux. Parce que l'idée, c'est aussi, à l'avenir, d'essayer de réunir l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent échanger entre eux sur la problématique et puis aboutir à des solutions. J'ai une première question. Comment se fait-il que vous soyez à Vannes et que vous travaillez sur une expédition qui est autour du monde et comment expliquer le... Pour ce qui est de l'organisation, c'est Frédéric Chiaca, le responsable scientifique qui est aujourd'hui à Valparaiso. Et de ce fait, moi je suis restée ici pour préparer les prochaines étapes, donc Tokyo, Shanghai, Koror, Mariana Island. Et comme je vous l'ai dit, il y a un gros travail en amont, donc il faut les contacter, il faut voir au niveau des autorisations, puis se renseigner sur les plages intéressantes à sélectionner. Donc voilà, moi je suis restée sur place, j'ai beaucoup de chance, je travaille de chez moi. Parce que toute mon équipe, donc il y a une partie à Lorient, une partie à Lausanne et une partie à Valparaiso. Et mon équipe de Lorient est à Valparaiso. Comment est fait le choix des endroits
où vous allez faire des prélèvements et des reconnaissances? On prend en compte plusieurs critères de sélection. La principale, c'est vrai que c'est les critères scientifiques. On contacte donc les chercheurs qui sont sur place et qui sont spécialistes donc du microplastique ou des déchets en général. Donc là, par exemple, à Hawaï, j'ai contacté l'université d'Hawaï. Et puis aussi, mine de rien, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent dessus, donc qui ont déjà récolté de nombreuses données depuis de nombreuses années. Donc on leur demande, d'après eux, quels sont les endroits qui sont vraiment intéressants à échantillonner, où on peut avoir une grande quantité de plastique. Et donc pour ici, pour l'instant, on a sélectionné 3 plages sur Oahu, sur l'île, parce que c'est vrai qu'Hawaï c'est un archipel d'îles, donc il y a aussi des fois il faut choisir une île par rapport à une autre. Mais c'est vrai que avec le trimaran qu'on utilise, il est bien, il va rapidement, mais on peut pas l'utiliser juste pour aller à la plage où on peut y aller en voiture. Donc c'est vrai qu'il y a tout le côté logistique après qui joue. Et s'il y a des zones qui sont difficiles d'accès, ou là dans le cas que j'ai à Hawaï, c'est des plages privées où il faut demander des autorisations particulières pour prendre en compte notre sélection. Le choix des îles, c'est des îles en fait qui sont situées dans ce qu'on appelle les gyres. Et puis le plastique, il voyage parfois pendant des dizaines d'années jusqu'à arriver dans ces îles. Donc aujourd'hui, il y en a 5 principales identifiées, dont la plus importante se situe très proche de l'Hawaï. Et donc ce sont le choix des îles, c'est soit des îles qui sont dans les gyres ou alors à proximité des gyres. Donc les gyres, en fait, il y en a une identifiée en Atlantique, une autre en Atlantique Sud. Donc celle de l'Atlantique Nord, on a pu la traverser entre Bordeaux et New York. Celle de l'Atlantique Sud, ça sera seulement après l'escale de Cape Town, entre Cape Town et Rio. Là, quand on va repartir de Valparaiso, on va aller jusqu'à l'île de Pâques, on va traverser la gyre du Pacifique. Et puis quand on va arriver du côté d'Hawaï, c'est là qu'on va être en contact avec la gyre la plus connue, celle qu'on a beaucoup entendu parler comme le 7e continent. Je ne sais pas si on va voir un 7e continent, mais je pense qu'on va certainement voir de nombreux déchets dans cette région-là. Et puis il y en a une dans le sud de l'océan Indien également. Et après aujourd'hui, en tout cas, sur ce qu'on a vu, en tout cas depuis le bateau, depuis qu'on est parti, on n'a pas vu d'énormes continents ou des masses énormes les unes à côté des autres de plastique. Par contre, dans certaines zones, c'est vrai qu'on a régulièrement vu, par exemple, il y a des zones où pendant toutes les 2-3 minutes, on voyait par exemple une centaine de déchets les uns à côté des autres. Puis la mer était à nouveau normale, comme on a l'habitude de la voir, avec des vagues, éventuellement des oiseaux si on n'est pas trop loin de la côte. Et puis 3 minutes après, on revoit 10-15 déchets ensemble. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir comme pollution en naviguant, c'est ce type de pollution. Peut-être que du côté d'Hawaï, ça sera plus impressionnant. Moi, en tant que marin, ce qui m'a le plus impressionné, c'est presque ce qu'on a vu dans les grandes villes. Je vois ici à Valparaiso, sur les plages, et là notamment par exemple le bateau dans le port militaire. C'est vrai qu'on voit des amas de plastique et de déchets vraiment importants. Donc on peut bien imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en tout cas que le gros de la pollution, la plus grande partie de la pollution, elle vient des grandes villes, ce qui est assez compréhensible, ce qu'on peut imaginer. Et une des choses qui m'a le plus marqué, c'est quand on va sur les plages, et je pense notamment à ce qu'on a vu aux Bermudes. En fait, c'est quand on regarde, on était sur des belles plages avec un sable, une sable d'une belle couleur, une eau qui avait une couleur magnifique. On se dit ici c'est joli comme endroit. Et en fait, quand on se balade sur la plage et qu'on met la main dans le sable, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des milliers, c'est plutôt des millions et des millions de petits morceaux de plastique qui se mélangent et qui sont présents dans le sable. Et ça m'a pas mal marqué parce que je me suis dit, effectivement, cette pollution, en fait, elle est partout, quoi.
Peut-être peut-on donner la parole à Jean-François Guiglione à Bagnols-sur-Mer, qui est océanographe et qui va peut-être apporter des compléments d'information scientifique à ce que nous avons déjà eu comme apport. Jean-François, vous nous écoutez? Oui, bonjour à tous. On est plusieurs chercheurs ici dans la salle de l'Observatoire océanologique de Bagnols, et puis il y a aussi une personne de la réserve marine, donc qui est particulièrement concernée en fait par ce type de problème. Moi, je suis chercheur au CNRS en fait, et j'ai participé à la mission Tara, et je veux rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Notamment concernant le fait que c'est vrai qu'il y a des zones où on voit les plastiques qui sont visibles, mais nous, ce qu'on a fait avec la mission Tara Méditerranée, par exemple, on a couvert toute la Méditerranée et on avait un petit filet derrière un filet à plancton qu'on appelle, donc avec des toutes petites mailles. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si la pollution n'est pas visuelle, en fait, avec notre filet, à chaque fois qu'on a prélevé, on a trouvé des microplastiques, donc des plastiques, ces fameux plastiques qui font de la taille de moins de 5 mm. Et ces plastiques-là, on les trouve partout, et notamment en Méditerranée, on peut dire que 100% de la Méditerranée est polluée parce que partout où on a prélevé, on a trouvé ces plastiques. Donc c'est un vrai fléau, quoi. Donc c'est pas seulement le côté visuel que vous pourrez voir dans les gyres, etc. Mais aussi, on est vraiment, on apporte ce constat aujourd'hui que les mers sont polluées. Bon, alors la Méditerranée est polluée à 100% de nos prélèvements en tout cas, et il y a beaucoup de mers aussi qui sont polluées de partout. Donc c'est une pollution qui connaît pas de frontières, et on en trouve vraiment partout, quoi. Alors j'avais moi une question à la fois scientifique, mais aussi sur la sensibilisation, sur les collectes que vous faites. J'aurais voulu savoir en fait combien de personnes participaient à la collecte, parce que on se rend pas compte, mais c'est un très gros travail ce que vous proposez, entre prélever à la fois les macrodéchets, mais aussi les microplastiques que nous on prélève à la pince à épiler, hein. Donc c'est un travail énorme, et je voulais savoir combien de personnes faisaient la collecte, combien de temps ça vous prenait, et surtout au niveau sensibilisation, est-ce que d'un point de vue, est-ce qu'il y a des gens localement que vous impliquez en fait dans votre collecte pour justement sensibiliser les gens à ce problème? C'est vrai que sur certaines plages, on a eu l'aide des acteurs locaux, donc aussi bien des ONG, mais beaucoup de bénévoles. Par exemple, aux Açores, on a fait avec Surfrider tout un nettoyage, et ce qui nous a amené beaucoup de volontaires pour nous aider à nettoyer la plage. Et c'est vrai que nous, notre partie, elle fait 100 mètres de longueur, si vous voulez. Donc ça nous prend en général environ 3 heures pour faire l'ensemble du protocole sur une plage. En fait, on sait que, nous on estime que 88% de la pollution en mer vient de la terre. C'est pas un problème industriel, hein. C'est vraiment nous, notre voisin qui laisse négligemment partir un plastique sur la plage ou dans les terres. Il va finalement arriver en mer, et 90% de la pollution en mer vient de la terre. Et je me posais la question de savoir si vous travaillez aussi sur les fleuves, parce que on fait aussi quelques actions notamment avec Surfrider dont vous venez de parler, de collecte sur les plages, mais aussi dans les fleuves qui arrivent vers les plages. Et en général, on a des concentrations qui sont vraiment énormes, surtout de macrodéchets dans les fleuves. Donc je me demandais si vous envisagiez ou si vous travaillez aussi sur les fleuves. Dans l'immédiat, la réponse est assez claire, non. Donc on y pense, puisque en amont du projet, donc il y a la fondation Race Water, qui est premièrement une fondation qui est basée en Suisse. C'est un secret pour personne. On n'a pas de mer, mais on a énormément de lacs et de fleuves, justement. On voit cette pollution-là. Il y a pas longtemps, très loin, on la voit. Nous, on habite pas loin du lac. On voit les déchets au fond du lac. On s'en rend compte. Donc on est conscient du problème. La fondation s'occupe de la préservation de l'eau de manière générale, donc que ce soit l'eau salée ou l'eau douce. Donc elle n'est pas du tout fermée à cette problématique. Elle a participé par le passé à 2-3 actions de nettoyage du lac Léman, qui est donc le lac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le lac qui est vers Genève et Lausanne. Donc je ne sais pas si ça répond directement à vos questions, mais tout ça pour dire que oui, on en est conscient. On sait que l'eau douce est également touchée par ce fléau, et puis il faut bien que le déchet passe par quelque part pour arriver dans l'eau salée. D'où en fait peut-être l'importance aussi de cet aspect sensibilisation, puisque nous là pour le moment on est effectivement à la fin du problème, puisqu'on regarde les conséquences avant de traiter les causes. Mais donc d'où cet aspect sensibilisation qui nous tient à cœur. L'idée quand même de commencer à ce que les gens, en tout cas nous c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup rencontré, les gens quand on leur parle du problème, ils font des grands yeux, ils sont étonnés, ils se sentent concernés, et souvent ils nous disent mais
on se rend pas compte, on n'était pas au courant. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est des réflexions qu'on obtient de temps en temps. Donc, d'où l'idée vraiment avant de marteler, arrêter de jeter, enfin, on connaît déjà les principaux, voilà, arrêter les pailles, essayer d'éviter les sachets en plastique dans les supermarchés. En Europe, ça commence gentiment à prendre racine. Mais voilà, on essaye vraiment d'être là aussi en amont, à New York, à Valparaiso, à Bordeaux, en France, on est passé, de commencer déjà vraiment de montrer aux gens le problème, leur faire comprendre que si les déchets sont pas arrivés dans l'eau salée, il a fallu comme vous dites, c'est pas forcément un problème uniquement industriel. Donc c'est forcément, on a laissé traîner, on a été négligent, on a laissé traîner les choses. Donc essayer vraiment d'attirer leur attention sur ce fait et essayer d'améliorer les choses petit à petit, déjà en amont. L'autre question est de savoir comment se concertent vos travaux entre l'équipe de Tara dont parlait Jeff et Race for Water. Est-ce qu'il y a une coordination des analyses et des résultats entre scientifiques et équipes de recherche? Pour l'instant, on fait nos analyses, on n'a même pas eu le temps de traiter nos données, mais l'idée c'est vraiment d'échanger et puis justement de comparer. Je sais qu'avec Marcus Eriksen de Five Gyres, il nous a donné un moyen aussi de mettre nos données. L'idée c'est vraiment que nos données soient publiques, tout comme Petara, et de partager le plus d'informations possible avec le grand public. Est-ce que les surfaces des gyres, est-ce qu'elle a été quantifiée à peu près? Est-ce que vous avez une idée de combien fait une gyre à peu près en surface? C'est difficile de répondre à cette question-là, mais si vous êtes intéressé, il y a plusieurs articles qui parlent sur le sujet, et avec notamment le dernier article qui est paru. Mais on sait que chaque gyre c'est assez différent en fait. Bon là je sais que c'est le schéma que j'utilise de Race for Water, mais vous voyez en fait on a des concentrations plus importantes au centre, mais ça se disperse partout et au jour d'aujourd'hui on sait même que la destination finale c'est peut-être pas les gyres, c'est vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. Donc pour aller jusqu'à mesurer ça, ça a été fait. Mais je vous conseille de lire l'article, en tout cas il est très intéressant. Lucie a demandé la parole. Lucie, oui, en fait, on s'est un peu superposé avec Kim, j'aurais voulu exactement dire la même chose qu'elle. On travaille pour le moment sur des données qui sont des données estimées, puisqu'il est difficile de savoir. D'où aussi l'idée de se rendre dans les 5 en l'espace de moins d'un an, pour essayer de se rendre un peu plus compte de ce qui s'y passe. Mais effectivement, je ne peux que vous inviter à lire des articles sur le sujet, puisqu'ils sont à l'heure actuelle les seules sources de données fiables dans ce domaine-là. Par contre, je suis vraiment navrée en fait, mais je voulais savoir s'il y a peut-être une dernière question pour Martin ou moi, parce que nous devons en fait lever le camp. Il y a pas mal de travaux à faire sur le bateau et nous devons nous rendre au port au plus vite. Il est possible de nous suivre, bien sûr, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sous le nom de Race for Water, que vous voyez ici, dans votre photo. Et nous avons donc un site internet qui est www.raceforwater.org, sur lequel il est possible de suivre les aventures des marins. Nous avons en fait, si vous y rendez, vous en rendrez vite compte, nous avons mis en place une carte interactive qui permet vraiment de voir le bateau en temps réel sur une carte. Et puis si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir des informations très intéressantes telles que la vitesse du bateau, la vitesse du vent. Et puis les marins tiennent un journal de bord que nous mettons en ligne de manière régulière, donc il est également possible de suivre à travers ces nouvelles les marins et puis les aventures de l'équipe scientifique également, les différentes découvertes, les analyses, tout cela est disponible sur notre site internet, donc je ne peux que vous inviter à nous suivre. Merci infiniment Lucie et Martin de votre précieuse collaboration. Les collégiens ont-ils des questions à poser aux deux scientifiques, donc Kim Van Arkel et Jeff Giglione? L'impact de la taille des particules sur la flore ou la faune marine, quel rôle joue-t-elle? Par rapport à ça, j'imagine que vous rebondissez par rapport à ce que racontait Martin. On fait des prélèvements de plancton. Donc c'est avec le projet Plancton Planète. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc ils nous ont demandé, en fait, leur projet, c'est des voiliers, enfin des bateaux qui passent à des endroits stratégiques
qu'ils puissent faire des prélèvements à un endroit donné de plancton pour voir un peu la biodiversité qu'il y a au niveau des gyres qu'on traverse. Et de ce fait, on a fait un prélèvement avant d'arriver aux Açores, entre Açores et Bermudes et entre New York et Necker Island. Et je crois qu'ils en ont fait un aussi avant d'arriver à Valparaiso. Donc voilà, c'est vraiment un petit échantillon, mais comme il y a beaucoup de bateaux, je crois qu'il y en a une vingtaine dans le projet au jour d'aujourd'hui, dont Tara d'ailleurs qui donne ces données, pour voir la biodiversité phytoplanctonique, parce que ils ont donc le fait de relier ça, c'est plus l'idée que il y aurait une perte de biodiversité aux endroits où il y a des plus fortes concentrations plastiques. Il y a des universités espagnoles, je crois, qui a déjà prouvé ce genre de choses. Après, les impacts, c'est tellement variable. Il y a tellement de choses. Le plastique, c'est vraiment un vecteur de sensibilisation, je dirais, parce que c'est autant vecteur comme vous le savez, d'espèces invasives que de polluants. Ça a aussi toute son importance, tout ce qui est polluants organiques persistants. Et puis aussi, il y a un changement dans la biodiversité, la microbiologie marine. Enfin, c'est vrai que c'est une vraie... Ça ne fait que des impacts néfastes, malheureusement. Merci. Jeff à Banyuls a demandé la parole. Ouais, je voulais répondre encore à la question précédente et rebondir sur celle-ci. La taille des gyres, à peu près, en fait, faut imaginer que ça fait la moitié de l'Europe, à peu près. Le gyre du Pacifique Nord, il fait à peu près la moitié de l'Europe. Donc pour les étudiants qui avaient posé cette question, ça vous donne une image à peu près de la taille du problème. Donc ça c'est assez localisé, mais comme je vous disais avant, en fait, il y a des plastiques qu'on en trouve partout. Et effectivement, en fonction de la question, là, j'ai l'impression de comprendre la question, c'est de savoir s'il y a un impact de différentes tailles de plastique. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des microplastiques et des macrodéchets, et ils n'ont pas le même impact en fait. Les gros plastiques, par exemple, comme les sacs plastiques, vont avoir un effet sur les tortues qui est avéré, sur les dauphins, parce que ça fait un étranglement, les voies aériennes en fait sont complètement perturbées. Et puis on a aussi beaucoup d'oiseaux marins qui récupèrent des morceaux de plastique qu'ils considèrent comme des proies, ils se trompent. Et en fait, on a les fulmars notamment qui sont bien connus et dont on a vu plein d'images dans des estomacs là, qui sont remplis de gros morceaux de plastique. Et après, en fait, il y a les petits plastiques qui sont de taille intermédiaire vers les microplastiques, donc qui ont vécu un premier état de dégradation. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'un plastique, on appelle ça hydrophobe. Alors désolé pour le terme scientifique, mais c'est huileux. Et tout ce qui est huileux va s'accrocher à ça. Donc, et notamment tous les polluants organiques, donc notamment les pétroles. Donc les pétroles, on va les trouver attachés à ces plastiques, et ça va véhiculer ces pétroles sur comme un plastique dure très 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 longtemps. Il faut savoir qu'un plastique, ça dure entre 100 et 400 ans, donc il attend de se balader et d'aller polluer d'autres zones qui n'étaient pas forcément polluées, quoi. Donc ça participe à la diffusion des polluants. Et puis nous, dans notre laboratoire en particulier, on travaille sur les bactéries qui s'attachent à ces plastiques. Alors, dès que je dis bactéries, tout de suite, on pense aux bactéries qui sont mauvaises pour l'homme. Donc, effectivement, il y a des bactéries qui vont s'attacher et qui peuvent être pathogènes pour l'homme. Donc, ça a été montré dans la littérature. Et puis, on a différents travaux chez nous qui montrent qu'on a ces bactéries pathogènes qui sont transportées par les plastiques. Mais aussi, en fait, il faut voir que, et à la fois, il faut faire attention de ne pas être trop alarmiste par rapport à cette question des plastiques, parce que c'est une des pollutions où on peut trouver des solutions. Et donc la première solution, c'est la collecte. Le problème majeur, comme je vous disais, c'est 90% des plastiques viennent de la terre. Donc il faut mieux collecter. Et puis après en mer, en fait, la solution, elle est peut-être envisageable elle existe naturellement avec les bactéries aussi qui sont capables de dégrader ces plastiques. Le problème, c'est qu'on pourrait imaginer que c'est une super solution, puisque ces bactéries existent dans le milieu marin naturellement. Et nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on on montre en fait que les taux de dégradation, le temps que ça met à dégrader par ces micro-organismes, en fait, c'est trop long par rapport à la quantité qui arrive tout le temps en mer. Y a-t-il une rétroaction de vos travaux de scientifiques, je pense à Kim et à Jeff, sur les producteurs de ces plastiques, sur les industriels qui produisent ces plastiques? Y a-t-il une tendance à la baisse de la production de ces plastiques grâce aux travaux des scientifiques qui alertent les citoyens sur ces questions?
Alors, les concentrations de plastique qui sont produites ne cessent d'augmenter. On a besoin de plus en plus de plastique dans notre quotidien, donc la production continue à augmenter. Par contre, nous, on travaille notamment dans notre laboratoire avec des industriels de la plasturgie qui essayent de modifier leur type de plastique, et on commence à parler des plastiques biodégradables. Et donc il y a deux types de plastiques biodégradables: les plastiques qui viennent de l'agriculture biologique, mais qui posent quand même le problème de l'agriculture intensive qui est avant ça. Et puis il y a de l'innovation aussi qui se fait dans les plastiques pour justement favoriser la dégradation par les bactéries une fois qu'ils arrivent dans le milieu. Et ça, c'est les plastiques oxo-biodégradables. Donc il y a des tendances, mais il faut voir que ces plastiques biodégradables, ils représentent moins de 1% du marché du plastique en général, quoi. Oui, donc je voulais savoir, tous ces déchets, ils sont accumulés, c'est à cause de courants marins ou pas? Et le but final de toutes ces études et ces analyses, quel est-il? C'est assez compliqué d'avoir une seule réponse, parce que s'il y avait une solution miracle, on l'aurait tous. Mais je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Après, au jour d'aujourd'hui, les courants marins, c'est vraiment quelque chose qui est avéré d'un point de vue océanographique. Les gyres, c'est vraiment les différents courants qui font qu'il y a une accumulation au centre. Et comme je vous l'ai dit, il s'avérerait peut-être que les plastiques ne finissent pas dans ces gyres, et qu'il y a une grande partie malheureusement du plastique qui se retrouve au fond des océans. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel impact ça a. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de réduire notre consommation. Donc les 3 règles, vous devez savoir, c'est de réduire, réutiliser et de recycler. On essaye d'échanger là-dessus avec les acteurs locaux. Il y a des fois où, quand on parle de nettoyage des plages, ils sont assez sceptiques. Et quand on parle de recyclage des déchets qu'on ramasse sur les plages, j'ai le cas à Hawaï où ils nous disent que non, il ne faut pas faire ça. Si on recycle un produit qui a passé des jours en mer, c'est mauvais, il faut l'autodétruire. Donc tous les avis sont différents, et je pense que les solutions, il faut continuer à en discuter. Et puis je pense qu'il y a des grandes solutions qui vont émerger avec la conférence sur le climat. Là, je ne sais pas si vous connaissez la COP21, qui aura lieu en novembre-décembre à Paris. Perpignan. Une fois que les études seront finies et que le voyage sera fini, quoi, est-ce que vous allez publier vos études quelque part? Ça sera rendu public de par des revues scientifiques, ou alors comment? Parce qu'il faut que toute la face du monde soit consciente de ce problème. Comment allez-vous passer le message, quoi, au grand public? Oui. Alors effectivement, l'idée, c'est de créer une plateforme pour regrouper nos différents contacts, et puis d'échanger publiquement bien sûr nos résultats. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment sous quel type de forme, mais c'est vrai que pour les microplastiques, ça se retrouvera. C'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais on fera en sorte que ce soit public. Oui, c'est l'objectif de l'Odyssée, c'est de sensibiliser. En tout cas, de l'Odyssée Race for Water, c'est vraiment de sensibiliser à la pollution plastique, donc d'en parler un maximum. Gaëtan, juste peut-être avant de conclure, on a aussi des représentants de la réserve marine de Banyuls, et donc là aussi on a un biotope particulier. Comment est-ce que vous sensibilisez aussi les plaisanciers, les touristes, les locaux aussi à cette pollution des plastiques? Comment est-ce que vous protégez la réserve, ou comment est-ce que vous travaillez sur la communication autour de ces questions sur la réserve marine de Banyuls? Nous accueillons des classes qui sont d'élèves du département, et hors département également, par exemple par des visioconférences aussi qui se font avec Toulouse, qui ont déjà eu lieu l'année dernière. Et donc dans le cadre des ateliers de pédagogie, je fais la sensibilisation donc justement sur les macro-déchets, les micro-déchets, de par des ateliers qui sont faits en lycée, où j'ai récupéré, donc j'ai pas d'action, mais des articles de vulgarisation de Sciences et Vie qui étaient très bien faits. Et donc je fais travailler les lycéens sur des dossiers pour pouvoir trouver les causes et éventuelle. Donc sur les solutions, je vois qu'on en est tous à chercher la solution, on ne l'a pas encore trouvée, à part, comme disait Jeff Giglione, en amont, je veux dire, de ne pas consommer trop de plastique. Il y a des solutions, donc comme
d'autres ateliers en classe qui ont eu envers les plus jeunes, par exemple, d'utiliser des emballages recyclables, de prendre des cabas pour le marché, surtout au niveau des sacs plastiques, ne pas les laisser s'échapper. Ils sont sensibilisés à ce fait par le massacre que ça peut occasionner envers les tortues, notamment. Les autres acteurs de la réserve marine, que sont les plaisanciers, les plongeurs, en fait, on n'a pas pour l'instant d'action vraiment concrète à ce niveau-là. Ce ne sont pas les plongeurs qui vont utiliser vraiment de plastique. Et nous, dans le cadre de nos surveillances quotidiennes de la réserve, on n'observe pas de jet, si vous voulez, de détritus dans la réserve. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et ensuite, nous faisons régulièrement, suite à des épisodes pluvieux ou des fois des coups de mer, des nettoyages des plages. Donc même si la réserve n'est uniquement que marine, donc la partie plage ne fait pas partie de la réserve, ça il faut le savoir. Donc les agents quand même nettoient les plages pour pas que ces déchets retournent à l'eau au prochain coup de mer. Donc ça nous le faisons nous. On avait également demandé l'aide de la capitainerie de Banyuls, qui a une barge qui nous avait permis d'accoster très très près du bord pour charger tous les sacs plastiques que nous avions remplis nous. Et voilà, donc au niveau sensibilisation, ça se fait donc plutôt vis-à-vis des élèves et des lycéens. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.